Je vais commencer tranquillement. Donc, je vous remercie d'être présent aujourd'hui à cette première édition des conférences midi. Puis, je vais céder la parole à Dr. Belleville qui va vous dire un petit mot. Oui, bonjour. Alors, je vois personne. C'est très étrange, mais apparemment, vous êtes beaucoup. Bienvenue tout le monde. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette version virtuelle de nos journées scientifiques. Et c'est très spécial. C'est sûr qu'on vit des moments très spéciaux et uniques. Et je pense que ça nous amène à innover. Et clairement, ça nous amène à continuer à être ensemble et en même temps le faire avec des nouveaux outils, des nouvelles modalités. Et on découvre finalement qu'il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir peut-être même continuer de faire et d'utiliser après cette période. Alors, je voudrais juste souligner quand même le travail du comité scientifique qui ont été assez extraordinaires dans leur capacité, leur agilité à se réorganiser. Notre journée scientifique, elle était prévue le début mai, hein, 6-7 mai, je pense. Et là, il a fallu évidemment revoir, reconceptualiser. Et merci au comité scientifique, Mylène Aubertin-Leheude, Benjamin Pajot, Alexandre Anganou, Noémie Auclair-Ouellet, Tienne Tan-Dang-Vu, Pierre Rainville. Puis un merci tout spécial à Michel Masson-Trottier qui fait partie aussi du comité scientifique, mais qui a vraiment, je pense, clairement là, fait un travail extraordinaire, exceptionnel pour organiser tout ça. Merci à l'infrastructure qui a été très impliquée aussi, Stéphane Bastianetto et Dominique Beaulieu, mais également Manon Fleurant et Régine Paul qui ont participé au tout début, en tout cas dans l'organisation des journées plus traditionnelles. Il va y avoir alors beaucoup, on a segmenté la journée scientifique en 5 moments d'une heure, parce qu'une heure, c'est un peu la limite, je pense qu'on peut avoir en termes de capacité attentionnelle Zoom. Et donc, on aura des présentations jusqu'au 16 ou 19 juin, je crois. Ça va être très intéressant. Il y aura des étudiants, beaucoup de jeunes chercheurs et il y aura des prix comme à chaque année. Donc, il y aura aussi une attribution de prix pour les meilleures présentations étudiantes. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Noémie qui va continuer de présider cette séance et qui va nous présenter nos orateurs. Bienvenue et revenez hein, chaque semaine. Il y en aura 2 la semaine prochaine, je pense. La semaine prochaine, n'est-ce pas? Et donc, revenez, soyez présents. C'est très agréable de vous voir. En tout cas, de vous sentir là, c'est très agréable. Merci Sylvie pour le mot. Donc oui, effectivement, 2 présentations la semaine prochaine. Celle de la semaine dernière qui a dû être annulée, qui est reportée au mercredi 3 juin, puis notre rendez-vous habituel du mardi qui aura lieu à midi, comme aujourd'hui. Donc, juste quelques petits points de logistique. La raison pour laquelle vous ne voyez pas tout le monde en ce moment, c'est qu'on est en mode conférence et non en mode réunion. Donc, on va seulement voir les présentateurs de la journée à l'écran. Vous allez avoir plusieurs options pour poser vos questions. Vous pouvez utiliser le chat. Vous pouvez aussi utiliser la fonction questions et réponses ou vous pouvez simplement lever votre main et on va pouvoir vous donner la parole puis activer votre micro et votre vidéo également. Donc, peut-être pour faciliter les échanges, on va attendre à la fin de chaque présentation, on va avoir une période de questions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question, donc qu'on puisse tout le monde bien l'entendre puis qu'on ait la réponse de notre présentateur. Donc, on a différentes formules aujourd'hui. On a des présentations plus longues et des blitz, donc des courtes présentations de quelques minutes. La première présentation d'aujourd'hui, c'est par Roxane Debroux-Leduc. Donc, sa présentation s'intitule « Living Lab pour les aînés de Côte-des-Neiges vers la mise en place d'un écosystème d'innovation visant à briser l'isolement social des aînés ». Donc, je cède la parole à Roxane. Merci. Oui. Donc, je vais partager mon écran.
Donc, je ne sais pas si c'est une confirmation que tout fonctionne bien, j'imagine que oui. Donc, merci à tous. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'inaugurer les journées scientifiques du centre de recherche et pour vous présenter en fait notre projet qui s'intitule, comme Denis vient de le dire, là, vous voyez le titre à l'écran. Donc, on va commencer tout de suite. L'isolement social peut être défini comme l'ensemble des situations de vie marquées par des interactions sociales limitées en nombre, en fréquence et en qualité. Il s'agit d'un problème important de santé publique chez les aînés en raison de sa prévalence. En effet, selon une enquête menée par Statistique Canada, près d'un aîné sur 5 rapporterait avoir le sentiment d'être isolé. De plus, il s'agit d'un problème important en raison de ses nombreuses conséquences négatives chez les aînés, comme par exemple sur la santé ou encore sur l'utilisation des services de santé. Donc, on pourrait penser par exemple au taux d'hospitalisation. Les facteurs de risque de l'isolement social des aînés sont nombreux et peuvent être regroupés en deux grandes catégories, soit ceux liés aux personnes aînées elles-mêmes, ainsi que ceux liés aux environnements dans lesquels elles vivent. Il apparaît qu'il n'y a aucun facteur de risque qui est suffisant pour expliquer à lui seul l'isolement social de l'aîné. C'est plutôt le cumul et l'interaction des différents facteurs qui prédit le mieux la probabilité d'être isolé socialement. Cela étant dit, les facteurs liés à la condition de santé sont particulièrement intéressants, considérant leur relation particulière avec l'isolement social. En effet, la détérioration de l'état physique, mental ou cognitif est un des principaux facteurs de risque de l'isolement social des aînés. Elle peut être considérée comme une cause des causes. Toutefois, il y a plusieurs conditions de santé qui, en plus d'être un facteur de risque, sont aussi des conséquences de l'isolement social. On peut penser notamment au déclin cognitif, aux limitations physiques, ainsi qu'aux problèmes de santé mentale. Ces conditions de santé sont donc susceptibles de créer un cercle vicieux de l'isolement social chez les aînés qui en sont atteints. Ces éléments justifient d'autant plus la pertinence de s'intéresser aux conditions de santé pour briser l'isolement social des aînés. En ce qui concerne les interventions qui visent à réduire l'isolement social des aînés, malgré un intérêt croissant dans les dernières années pour ce type d'intervention, les connaissances scientifiques sont encore incomplètes. Jusqu'ici, le milieu de la recherche s'est principalement intéressé aux approches individuelles et aux approches de groupe, tentant de déterminer laquelle ou lesquelles sont les plus efficaces. Mais à ce jour, on se rend compte qu'il n'y a toujours pas de consensus scientifique quant à l'efficacité de ces approches afin de réduire l'isolement social des aînés. Certains auteurs expliquent cela par le fait que l'expérience de l'isolement social est propre à chaque personne et donc qu'il n'y aurait pas d'approche universelle pour les interventions qui visent à réduire l'isolement. Mais en fait, le fait de rester dans ce débat-là et de ne s'attarder qu'à ce type d'intervention-là fait en sorte qu'il y a peu d'intérêt qui est accordé à d'autres types d'approches qui sont jugées pertinentes par les experts du terrain. Et ça contribue à créer un écart entre les milieux de la recherche et celui du terrain. Considérant ces éléments, Age UK a récemment développé un nouveau code conceptuel pour guider l'intervention dans ce domaine. Ce code conceptuel-là soutient que oui, les interventions de groupe et individuelles qui permettent de créer de nouvelles connexions sont importantes, mais il fait également ressortir qu'il y a des approches en amont de ces services-là qui devraient être mises en place, à savoir des interventions qui visent à mieux rejoindre les aînés isolés, à mieux comprendre leurs besoins et à les accompagner pour reconnecter avec la communauté. De plus, le code conceptuel fait ressortir une autre catégorie d'approches, soit qu'il appelle en fait les facilitateurs structurels, et qui sont quant à elles des approches qui visent à soutenir la création d'environnements qui permettent de réduire l'isolement social. Donc, il parle notamment d'approches qui visent un quartier ou encore des approches qui mettent l'accent sur une vision positive du vieillissement. C'est donc avec tous ces éléments en tête qu'un programme de recherche d'envergure a été mis sur pied par une équipe de recherche intersectorielle composée de 13 chercheuses. Ce programme de recherche partait de l'idée de mettre en place des quartiers qui seraient mieux adaptés aux besoins des aînés vivant avec des conditions de santé, afin de favoriser le maintien de leur autonomie et de briser leur isolement créé par ces conditions de santé. Pour ce faire, le programme de recherche est réalisé en contexte de Living Lab, comme c'est indiqué dans le titre, et je vais vous parler un peu plus de ce concept-là un peu plus tard. Donc, l'objectif général du programme de recherche
est ainsi de développer un quartier innovant dans Côte-des-Neiges avec les aînés et leur communauté afin de briser l'isolement social des aînés. Le programme comprend en outre 5 objectifs spécifiques, soit de construire une infrastructure sociale entre les organismes du quartier, le milieu de la recherche et les aînés, de déterminer les besoins spécifiques des aînés et de la communauté de Côte-des-Neiges pour réduire l'isolement social des aînés, de co-développer des initiatives pilotes, de les évaluer et finalement d'identifier les obstacles et les leviers à l'implantation des projets. Dans le cadre de cette présentation, je vais m'attarder aux 2 premiers objectifs spécifiques, considérant que c'est là qu'on est rendu dans la démarche. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a ciblé le quartier Côte-des-Neiges? Eh bien, c'est principalement étant donné qu'il s'agit du quartier qui abrite le centre de recherche de l'UGM. Considérant la nature du projet qui souhaitait être réalisé, le fait de se trouver à même dans le quartier dans lequel les innovations visaient à être implantées représentait un avantage inestimable, notamment pour favoriser les collaborations avec les partenaires. Toutefois, il s'agit d'un quartier intéressant considérant certaines de ses caractéristiques. Notamment, c'est un quartier où la proportion d'aînés qui vivent seuls est relativement élevée. Il s'agit également d'un quartier qui a une grande diversité culturelle. Et finalement, c'est un quartier au sein duquel il y a un grand nombre d'organismes communautaires dynamiques qui travaillent à répondre aux besoins des résidents. En ce qui concerne l'approche Living Lab, il existe plusieurs façons de concevoir un Living Lab et cette approche est encore récente et sa définition encore à préciser. Toutefois, dans le cadre de ce programme de recherche, on a défini un Living Lab comme un écosystème d'innovation ouverte, centré sur les usagers, basé sur une approche systématique de co-création qui mobilise des processus de recherche et de développement d'innovation dans les milieux de vie réels. L'approche Living Lab est particulièrement pertinente pour des projets qui visent une implication des usagers, qui nécessitent de l'expérimentation en contexte réel et qui ont pour but le développement de nouveaux produits ou services publics ou communautaires. Dans le cadre du programme de recherche, l'équipe a la chance d'être accompagnée de façon stratégique par la Maison de l'innovation sociale, un organisme à but non lucratif qui détient une expertise dans la mise en place de Living Lab. La Maison de l'innovation sociale guide l'équipe dans les méthodes de co-construction, en plus d'apporter un soutien en lien avec la gouvernance du Living Lab. Considérant les objectifs qui étaient poursuivis par le programme, on a choisi d'utiliser la méthode de recherche-action pour guider la démarche. La recherche-action fait partie de la grande famille des recherches participatives. C'est un type de recherche qui préconise l'implication des groupes concernés à toutes les étapes de la démarche, soit de la définition du problème jusqu'à l'évaluation des pratiques. Pour cette raison, les recherches participatives ont pour principal avantage d'assurer que les initiatives qui sont développées en recherche sont pertinentes, localement appropriées et signifiantes pour la communauté, ce qui va favoriser leur implantation dans des conditions réelles et à plus long terme leur pérennisation. Pour ce programme de recherche, on a ciblé plus spécifiquement la méthode de recherche-action décrite par Dolbeck et Clément. Celle-ci comprend 6 étapes allant de la formulation du problème au partage des résultats avec les parties prenantes. De plus, la démarche de recherche-action peut être composée de plusieurs cycles, souvent représentés sous la forme de spirale, ce qui permet de refléter le caractère ouvert, récurrent et dynamique de la démarche. Pour débuter les activités au sein du Living Lab, on a ciblé certains thèmes qui représentaient des enjeux importants liés à l'isolement social des aînés. De plus, ces thèmes-là permettaient de rejoindre certaines expertises des chercheuses du centre de recherche. Comme vous pouvez le voir, les thèmes principaux du Living Lab sont la cognition, la communication et la mobilité et les déplacements sécuritaires. De plus, le programme comprend 3 thèmes transversaux qui permettent d'apporter une vision complémentaire de l'isolement social des aînés, soit les inégalités sociales, l'inclusion sociale et les impacts du statut socio-économique. Donc, pour vous donner un aperçu de l'avancement de la démarche jusqu'ici, en ce qui concerne le premier objectif qui était de construire une infrastructure sociale, nous avons mis sur pied un comité consultatif composé de plus d'une vingtaine de partenaires qui proviennent autant du quartier Côte-des-Neiges, mais également d'organismes à visée municipale ainsi qu'à visée provinciale. On a également mis sur pied un comité opérationnel
qui jusqu'ici a veillé activement à la planification et à la réalisation des premières étapes du projet. Évidemment, le développement de cette infrastructure sociale est un processus qui va se dérouler tout au long du projet. Et dans le fond, l'infrastructure va se consolider au fur et à mesure que le réseau entre les différents partenaires va se bâtir et au fur et à mesure que les collaborations aussi vont se concrétiser à l'intérieur du projet. Pour répondre au deuxième objectif, qui était de déterminer les besoins des aînés et de la communauté, on a mené une démarche d'évaluation des besoins de la communauté. Pour ce faire, on a réalisé des groupes de discussion avec différents groupes d'acteurs clés du quartier. Chacun des groupes a été rencontré à une occasion. Et puis, dans le fond, chaque participant était d'abord invité à compléter un questionnaire pour nous permettre d'établir un portrait de notre échantillon. Et par la suite, les discussions prenaient place. Celle-ci était soutenue par un guide d'entretien semi-structuré qui permettait de recueillir des données sur les thèmes ciblés que je vous ai présentés plus tôt. Et les rencontres étaient animées par une des chercheuses de l'équipe de recherche. Les discussions étaient audio-enregistrées. Et en ce qui concerne l'analyse, la transcription des verbatines est actuellement en cours et par la suite, des analyses qualitatives thématiques seront réalisées. Donc, jusqu'ici, on a mené 7 groupes de discussion focalisés auprès de différentes catégories d'acteurs qui apparaissent d'ailleurs dans le tableau à l'écran. Dans le fond, chaque groupe comprenait entre 3 à 8 participants pour un échantillon total de 38 participants. Et en fait, pour des raisons liées à la situation actuelle avec la COVID, je n'ai pas accès au formulaire de renseignement personnel qui était complété par les participants, ce qui ne me permet pas de vous donner un aperçu plus exhaustif de l'échantillon, mais je vous ai mis les informations que je détenais. Et en ce qui concerne les résultats, il s'agit de résultats préliminaires, considérant que les analyses ne sont pas terminées. Les résultats qui sont présentés ici sont donc issus des notes qui étaient prises lors des groupes de discussion ainsi que des comptes rendus qui ont été rédigés. Il ressortait tout de même des groupes de discussion qu'il y a un grand nombre d'opportunités dans le quartier Côte-des-Neiges pour les aînés pour favoriser la création de liens avec les autres. En effet, Côte-des-Neiges est un quartier vivant, dynamique et où on trouve tout ce dont on a besoin à proximité. Toutefois, les organismes communautaires nous ont mentionné que la population d'aînés isolés est difficile à rejoindre et elle participe peu aux activités qui sont offertes. En effet, les aînés isolés sont invisibles, ce qui est un peu une caractéristique inhérente à la situation d'isolement social. Et certains ont de la difficulté à formuler des demandes d'aide et de services. En termes de besoins plus précis, il ressort qu'il y a besoin d'une approche individuelle et personnalisée pour rejoindre les aînés isolés, pour comprendre leurs besoins et pour pouvoir répondre à ceux-ci au bon moment. Mais les organismes communautaires nous ont bien dit que ça implique notamment de développer une relation de confiance et que ça prend du temps. Il y a besoin d'un environnement social plus sensible aux incapacités avec lesquelles peuvent vivre les aînés, comme par exemple les pertes cognitives, les problèmes de communication ou les difficultés de mobilité, et ce, afin d'éviter des comportements d'infantilisation ou les préjugés qui peuvent amener en fait les individus à s'isoler. Puis finalement, il y a besoin d'environnements physiques qui sont mieux adaptés à tous les niveaux de diminution des capacités physiques qui peuvent affecter la mobilité des aînés, et ce, afin de leur permettre aux aînés de sortir de leur domicile, de se rendre facilement dans les lieux qui sont importants pour eux et de se sentir en sécurité dans leurs déplacements. Donc, en ce qui concerne les retombées attendues, à court terme, les résultats de ces premières étapes vont permettre d'orienter les étapes suivantes du programme de recherche, soit le co-développement, l'implantation et l'évaluation de projets innovants. En effet, en permettant d'avoir une compréhension juste des besoins des aînés et de la communauté, ces premières étapes vont favoriser le développement d'initiatives pertinentes, acceptables et signifiantes pour la communauté. Et à plus long terme, ce programme de recherche va contribuer à l'élaboration de meilleures pratiques pour briser l'isolement social des aînés et à l'amélioration du bien-être de la population aînée de Côte-des-Neiges. De plus, la documentation du processus qui entoure le programme de recherche va permettre de le généraliser à d'autres quartiers à travers le Québec ou même à travers le monde. Et finalement, la création de l'infrastructure sociale et de recherche dans le quartier va ouvrir la porte à des possibilités infinies d'innovation pour favoriser le bien-être et la santé des aînés du quartier.
Donc, en terminant, on aimerait souligner que le projet est financé par le Fonds de recherche en santé du Québec et que je bénéficie d'un soutien financier de la part des organismes qui apparaissent à l'écran. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Roxane. Je vais ouvrir la période des questions. Donc, si vous voulez poser une question à Roxane, vous avez une icône en bas de votre écran qui vous permet de lever votre main et je vais vous céder la parole si vous avez une question. Je ne sais pas si toi... Oui. Donc, on a une question de Pierre Rainville. Normalement. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 D'abord, merci beaucoup, Roxane, pour ta présentation. Je suis très impressionné de ce travail-là, de la concertation de tous les acteurs au niveau du quartier. Je pense que c'est un défi colossal. J'ai une question très, très spécifique sur, en fait, deux éléments. D'abord, la représentativité. Puis deuxièmement, le défi de l'interculturalisme ou en tout cas la diversité culturelle du quartier. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de s'assurer qu'il y a une assez bonne représentativité? Puis comment vous faites face au défi de défi interculturel? Oui. Effectivement, c'est vraiment des réalités importantes pour le quartier. C'est quelque chose qui ressort vraiment beaucoup quand on discute avec les organismes communautaires. Pour cette première phase-là, en fait, on est allé vraiment de manière trop opportuniste, je dirais. Donc, on a rencontré des groupes d'acteurs qui étaient intéressés et qui étaient faciles à rejoindre. On s'est justement beaucoup aidé en fait par le comité opérationnel qui nous a aidés pour le recrutement des groupes de discussion. C'est sûr que dans des phases ultérieures, là, on pourrait mener, par exemple, des groupes de discussion avec des interprètes, dans des organismes communautaires qui répondent à des besoins des communautés culturelles spécifiques. Mais c'est ça. C'est sûr que là, pour cette phase-là, en fait, on avait des groupes de discussion en français, en anglais. Donc, c'est un peu plus limité là aussi en termes de diversité culturelle, mais on a quand même réussi, je crois, à travers les différents groupes, là, à avoir une certaine représentativité, mais c'est sûr que c'est ça. C'est clairement pas... Encore là, c'est des gens qui participent aux activités de manière quand même active, là, donc... mais en fait, pour aller rejoindre aussi la vision des gens qui sont plus isolés, hein, parce qu'en fait, aussi, c'est difficile à rejoindre des aînés isolés puis d'aller sonder leurs besoins. Et on a fait un groupe de discussion avec des aînés bénévoles, donc qui pouvaient autant nous rapporter leurs propres besoins à eux que les besoins qu'ils pouvaient voir là, chez des aînés, chez qui, par exemple, faisaient des visites amicales. Donc, il y a ça aussi. Ouais, super, merci. Donc, je vérifie si on a d'autres questions. On a encore peut-être une minute. Donc, si on n'a pas d'autres questions, moi j'en aurais peut-être une par rapport justement à ces aînés-là qui sont plus isolés, qui sont plus difficiles à rejoindre. Donc là, tu nous disais juste il y a quelques secondes qu'il y avait des bénévoles qui avaient pu vous donner leur point de vue, en fait, sur la situation dans les visites d'amitié qu'ils font. Est-ce que vous avez eu quelques pistes ou des idées pour aller rejoindre les personnes qui sont plus isolées? Oui, mais dans le fond, comme je l'ai expliqué un peu brièvement, là, mais dans le fond, un des besoins ou une des stratégies, c'est vraiment de mettre en place des services personnalisés ou un en un qui visent vraiment, dont le but, c'est vraiment de rejoindre les aînés et de créer une relation de confiance. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui ressort, c'est de développer une activité puis de l'implanter dans un centre communautaire ou à la bibliothèque municipale. On ne va pas rejoindre les aînés qui sont isolés, on va rejoindre les aînés qui sont déjà actifs dans la communauté, qui participent, qui sont au courant, qui arrivent à avoir accès à l'information. Mais dans le fond, pour rejoindre justement les aînés qui sont isolés, ça prend des stratégies qui visent spécifiquement ça et qui vont pouvoir leur permettre
va favoriser en fait leur participation aux activités qui sont peut-être déjà présentes et offertes dans la communauté. Donc, il n'y a pas de stratégie spécifique, là, mais ça peut être, par exemple, des gens qui sont juste disponibles, qui se promènent dans la communauté, qui vont faire du porte-à-porte. Ça reste encore à réfléchir, mais clairement, c'est un besoin. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Je vais céder la parole à notre deuxième présentatrice qui nous présente un blitz. Donc, il s'agit de Lynn Valérie Verty et sa présentation s'intitule « Des différences dans le fonctionnement cérébral sont-elles associées à l'effet d'un entraînement en mémoire de travail chez les aînés? Études exploratoires. » OK. Je peux y aller? Oui. OK. Bonjour tout le monde. Donc, l'étude exploratoire que je vous présente aujourd'hui porte sur des entraînements cognitifs chez des personnes âgées saines. Puis, à ce jour, des études ont déjà montré que les entraînements cognitifs... oh. Excusez-moi, j'ai eu un pop-up de Zoom. Ça m'a déconcentré. M'entendez-vous? Allô? Oui, Valérie, on t'entend bien, puis on voit ton écran aussi. Ah, OK. Il faudrait activer ta caméra. Comment? Il faudrait activer ta caméra. OK. OK, ben, je continue. Donc, des études montrent que les entraînements cognitifs favorisent l'optimisation de la cognition des personnes âgées saines, mais que ceux-ci provoquent des effets qui varient d'un individu à un autre. Et l'imagerie cérébrale pourrait nous permettre de prédire les différences interindividuelles au niveau de l'efficacité des interventions. En 2014, Enzel et al. Ont démontré que l'entraînement cognitif était plus bénéfique chez les personnes qui présentaient plus d'activation cérébrale dans des conditions lorsque la charge mentale était élevée. Puis ceci indiquait qu'il y aurait une corrélation positive entre l'activation cérébrale avant l'intervention et les bénéfices associés aux interventions. Donc, l'objectif de cette étude exploratoire était d'identifier si un fonctionnement cérébral initial était associé à une amélioration de la performance après un entraînement cognitif. Et les hypothèses étaient qu'il y aurait une association positive entre l'activation cérébrale initiale et le score de progression chez un groupe qui entraînait leur mémoire de travail, mais pas chez un groupe contrôle actif. Donc, pour ce faire, on avait 26 participants qui s'étaient entraînés en mémoire de travail et 27 participants dans un groupe contrôle actif. Nos analyses se concentraient sur les données recueillies avant l'intervention lors d'un IRMF et d'une évaluation cognitive, puis lors d'une évaluation cognitive après l'intervention. Donc, pour l'IRM avant l'intervention, dans la tâche, les participants devaient identifier d'abord est-ce que l'item présenté à l'écran était pareil ou différent à un item présenté 2 positions avant pour une condition de 2 bacs, puis une position avant pour le 1 bac. Ici, le 2 bacs représentait la condition plus exigeante alors que le 1 bac était la condition contrôle. Un contraste de 2 moins 1 bac a été utilisé pour nos analyses. Ensuite, en ce qui concerne les évaluations cognitives pré- et post-intervention, les participants effectuaient une tâche de mémoire de travail de lettres et une mémoire de travail de mots, puis un score composite a été calculé pour regrouper la performance des 2 tâches pour chacune des séances pré- et post-intervention. Dans l'intervention en mémoire de travail, les participants s'entraînaient à améliorer leur capacité à identifier si chaque item présenté à l'écran était pareil ou différent d'un item précédemment présenté, soit une position avant, 2 positions avant ou 3 positions avant. Pour le groupe contrôle actif, eux s'entraînaient à répondre à des questions de connaissances générales. Donc, pour calculer le score de progression, nous avons utilisé les scores composites de chacune des séances d'évaluation et fait un score de progression post moins le prix pour voir comment chacun des participants s'était amélioré. Donc, des analyses corrélationnelles se sont faites dans des régions d'intérêt associées à la tâche que nous avons recueillies dans la littérature et dans notre laboratoire en fonction des régions associées à la tâche. Donc, en ce qui concerne les résultats, dans le groupe de mise à jour, les résultats indiquent des corrélations négatives entre l'activation cérébrale au 2-1 bac et le score de progression pour le gyrus moyen gauche et pour des régions primotrices latérales bilatérales. Donc, ce seraient les participants qui activent davantage en pré-intervention qui bénéficieraient le plus de l'intervention.
au niveau du groupe contrôle, il n'y avait aucune corrélation qui est sortie significative. Donc, les hypothèses étaient qu'il y aurait des corrélations positives entre l'activation cérébrale pré-intervention et le score de progression chez le groupe d'entraînement, mais c'était plutôt des corrélations négatives. Et nos hypothèses disaient aussi qu'il n'y aurait pas d'activation, de corrélation dans le groupe contrôle, et c'était le cas. Donc, plus il y avait une activation aux 2 moyens bac, et moins les participants s'amélioraient dans le groupe d'intervention. Et ces résultats indiquent que les personnes qui bénéficieraient le plus d'une intervention seraient peut-être ceux qui avaient le plus de mal à aller recruter des régions qui sont associées aux fonctions exécutives et aux fonctions motrices. Mais en gros, l'objectif ultime de ce type d'études est de pouvoir éventuellement former des entraînements cognitifs personnalisés et mieux adaptés pour les personnes visées, puis utiliser le fonctionnement cérébral pour prédire l'efficacité de ces interventions. D'autres aspects comme les théories de compensation ou l'activation cérébrale qui serait peut-être similaire aux jeunes restent à être investigués afin de former un portrait adéquat des personnes plus susceptibles de bénéficier d'une telle intervention. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais céder la parole aux gens qui ont des questions. Donc, Benjamin Boller, je vous donne la parole. Voilà. Oui. Oui, normalement, ça fonctionne. Parfait. Très beau travail, Lynn. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, en fait, comme tu regardes les personnes qui s'améliorent? Est-ce que c'était les personnes qui avaient des scores les plus bas qui se sont améliorées? Peux-tu nous en dire plus, en fait, sur la variabilité auprès des participants? Oui, on avait aussi fait d'autres analyses, puis dans les personnes qui performaient moins bien aussi il y avait des corrélations entre les personnes qui performaient moins bien à la base et ceux qui s'amélioraient le plus. OK. Parfait, merci. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentatrice, mais on devrait avoir un peu de temps à la toute fin s'il y a des questions supplémentaires. Donc, la prochaine présentatrice, c'est Michelle Masson-Trottier. Sa présentation s'intitule « Version francophone de la thérapie par analyse des composantes phonologiques, résultats comportementaux de généralisation ». Donc, merci Noémie. C'est mon tour de juste demander une petite confirmation qu'on voit la bonne chose. Oui, on a ta présentation, tu es là à l'écran aussi. Super. Merci d'être avec nous pour ce premier Zoom sur la journée scientifique. On est à la moitié, on ne lâche pas. Comme Noémie disait, je m'appelle Michelle, je suis orthophoniste et je suis aussi étudiante au doctorat dans le laboratoire d'Anaïs Ansaldo. Aujourd'hui, je vous parle de la version francophone de la thérapie par analyse des composantes phonologiques et je vous présente mes résultats comportementaux de généralisation. Donc, pour commencer, au Canada, le nombre de survivants à des AVC ne cesse d'augmenter. Les AVC sont la première cause d'handicap chez les adultes et plus du tiers des survivants à un AVC vivent avec une aphasie. L'aphasie, c'est un trouble acquis du langage, donc qui mène à des difficultés de communication. Et on estime qu'au Canada, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent avec une aphasie. L'aphasie va avoir un effet délétère sur la qualité de vie de la personne qui vit avec l'aphasie, mais aussi de son proche aidant ou de ses proches aidants, et va aussi augmenter les risques de dépression. Chez les personnes qui vivent avec une aphasie, le symptôme le plus fréquent et le plus persistant, c'est l'anomie, donc la difficulté à trouver et à dire les mots. En 2009, l'équipe de Weizenburn a réalisé une méta-analyse qui a démontré que les thérapies en orthophonie sont efficaces pour améliorer la capacité à dire les mots. Mais l'équipe a quand même noté qu'il y avait une grande variabilité au niveau des améliorations qu'on voyait chez les participants, puis aussi une grande variabilité au niveau de comment les équipes de recherche appliquaient chacune des thérapies. Dans le cadre de mon doctorat, moi, je me suis intéressée à la Phonological Component Analysis Therapy, qui est une thérapie qui est basée sur le son des mots et qui a été démontrée efficace en anglais par l'équipe de Carole Léonard à Toronto. Et puis, dans le fond,
comme c'est une thérapie qui cible le langage, c'est important de l'étudier dans la langue qu'on la donne. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai traduit et adapté la thérapie en français québécois. Et maintenant, j'en suis à l'étape de tester son efficacité. Donc, à quoi ça ressemble la PCA? D'abord, on montre un item et on demande à la personne de réfléchir au premier son du mot. Ensuite, on lui demande de réfléchir au dernier son du mot, au nombre de syllabes qui composent le mot, à un autre mot qui commence par le même son et finalement à une rime. Donc, dans le contexte de cette présentation-ci, j'ai peu de temps à accorder au contexte théorique, mais on cherche à renforcer, dans le fond, le lien entre le système sémantique et le lexique phonologique de sortie que vous voyez ici. Donc, c'est vraiment basé sur des modèles cognitifs de référence, mais nous, on cherche vraiment à aller travailler sur la forme du mot. Donc, la thérapie par analyse des composantes phonologiques a été validée et démontrée en anglais et maintenant, on est en train de faire la même chose en français. Donc, l'objectif de ma présentation ici, c'est d'identifier les effets de l'adaptation franco-québécoise de la PCA chez des francophones qui vivent avec une aphasie. Et puis, puisqu'en orthophonie, le gold standard d'une thérapie, c'est d'avoir de la généralisation. On veut que les effets dépassent le cadre de notre bureau. On veut que ça ait des répercussions dans la vraie vie ou au moins sur d'autres mots. Je mesure aussi les effets de généralisation de la PCA sur d'autres mots que les mots traités, sur d'autres types de tâches. Et j'aurais aimé ça vous présenter aussi les résultats sur le discours des personnes ayant une aphasie et aussi sur leurs habiletés de communication dans la vraie vie, mais malheureusement, ces données-là sont sur mon bureau au CRI-UGM et dans le contexte du COVID, inaccessibles. La méthodologie qui est employée pour aller réaliser ces objectifs-là, chacun des participants réalise une évaluation exhaustive en pré-thérapie. Donc, il y a 3 rencontres pour faire la ligne de base où les personnes aphasiques doivent nommer une série de 275 mots. Donc, c'est très, très exigeant pour ces personnes-là. Et ils réalisent aussi une panoplie de tâches langagières, attentionnelles et pour ceux qui sont IRM compatibles, un examen par résonance magnétique. À partir des 3 lignes de base, une liste personnalisée de 20 items est montée pour aller effectuer la thérapie. Et il y a aussi une liste contrôle de 40 items qui est générée pour aller mesurer la généralisation. La généralisation est aussi mesurée avec des tests standards, donc le TDQ 60 qui est un test de dénomination québécois avec 60 items pour les noms et le DVL 38 qui est un test de dénomination d'action. Et normalement, le transfert à d'autres niveaux linguistiques est effectué par la tâche de raconter l'histoire de Cendrillon et on a une échelle de mesure de l'efficacité de la communication. Donc, avec qui quel est notre échantillon? J'ai 16 participants ayant une aphasie chronique. Donc, c'est un tableau un peu complexe ici, mais en général, ce qu'il y a à retenir, c'est que ce sont des participants qui sont âgés, qui sont en phase chronique. Donc, au plus tôt après l'AVC, ils sont à 11 mois. Donc, on considère que toute la récupération spontanée est terminée. Et pour certains d'entre eux, ils sont à plus de 10 ans de post-AVC. On a des personnes qui sont droitiers à ambidextres, qui ne sont pas dépressifs, qui n'ont pas de troubles visuels et pour qui les fonctions cognitives sont préservées. Quand on regarde plus le tableau des caractéristiques langagières, encore une fois, ça devient un tableau complexe, mais j'ai mis un code de couleur pour que vous puissiez bien voir. En rouge sont les personnes qui se retrouvent avec des difficultés sévères en dénomination. Donc, je n'ai pas le temps de passer de façon exhaustive ce tableau, mais vous voyez, il y a quand même un bon nombre qui sont en difficulté sévère au niveau de la dénomination. Certains performent à des tests de dénomination à un niveau qu'on considère normal. Dans le fond, ces personnes-là, leur anomie est plus notable en contexte, par exemple, de discussion ou de conversation. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils ont quand même été inclus dans le projet de recherche, comme on avait des mesures qui dépassaient seulement que le test de dénomination par confrontation. Maintenant, la partie intéressante, quand on regarde les résultats. Ici, on voit les résultats avec les listes que j'appelle les listes maison. Donc, à gauche de votre écran, vous avez les items qui sont traités. Oui, c'est ça, à gauche. Et à droite, vous avez les résultats pour les items non traités. En bleu sont les performances pré-thérapie et en jaune sont les performances post-thérapie. Donc, lorsqu'on réalise des ANOVA à mesure répétée, on voit des effets significatifs au niveau du groupe
lorsqu'on compare la performance pré-thérapie et post-thérapie. Et ensuite, lorsqu'on va regarder les performances individuelles, on note que ici, pour les items traités, on a un total de 14 des participants sur 16 qui ont une amélioration significative de leur performance. Ici, sur l'axe des Y, on a le taux de bonne réponse. Donc ici, c'est sur 20 items, ici, c'est sur 40 items. Pour ce qui est de la généralisation, on a un petit peu moins de participants qui atteignent le niveau significatif parce que, entre autres, certains participants atteignaient presque le plateau, le plafond avant la thérapie. Pour ces participants-là, ce qui est intéressant, puis qui n'est pas rapporté ici, c'est qu'il y avait quand même des améliorations significatives au niveau de la vitesse de réponse pour ces personnes-là. Donc, c'est aussi un objectif qui est pertinent à aller viser en orthophonie. Quand on regarde les résultats aux autres tests, donc les tests standards, et qu'on fait, on calcule les statistiques à ce niveau-là, on obtient aussi des résultats significatifs pour les améliorations sur la dénomination des verbes, des noms, pardon, aussi des verbes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on traite en thérapie seulement des noms et on obtient quand même des améliorations au niveau des verbes. Pour ce qui est de la répétition, comme vous voyez, il y a une majorité des participants qui performaient au niveau plafond avant la thérapie, mais pour ceux qui n'atteignaient pas le plafond pré-thérapie, on réussit quand même à avoir des améliorations au niveau de la répétition, même si ce n'est pas ça l'objectif de la thérapie. Et aussi au niveau de l'affluence verbale. Donc, l'affluence verbale, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à, en un temps restreint, donc dans ce cas-ci, 1 minute 30, nommer le plus d'animaux possible. Donc, c'est quand même, c'est une tâche qui demande beaucoup de fonctions exécutives et on réussit à aller chercher une amélioration à ce niveau-là dans le cadre d'une thérapie très, très structurée. Encore une fois, dans le cadre de cette petite présentation, je n'aurai pas le temps de m'étendre, mais ici, on a les chiffres. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de participants qui, suite à la thérapie, en gris sont ceux qui avaient déjà atteint le niveau, le plafond, mais en vert sont ceux qui se sont améliorés d'au minimum 2 écarts types sur le test. Et en jaune sont ceux qui se sont améliorés de au moins 1 écart type lorsqu'on normalise leurs résultats en fonction de leur âge et de leur niveau de scolarité. Donc, c'est quand même des améliorations qui sont non négligeables pour ces personnes-là. Donc, pour wrap up le tout, on voit que la PCA a été efficace pour améliorer la dénomination pour les items traités de 14 personnes sur 16 et au niveau intra-niveau, donc lorsqu'on regarde la capacité à réaliser la même tâche mais avec des items qui n'ont pas été traités, donc ce qu'on appelle la généralisation intra-niveau, il y a quand même 11 personnes sur 16 qui ont réussi sur nos listes maison à s'améliorer et 9 personnes sur 16 qui se sont améliorées sur un test standardisé avec 4 personnes qui étaient déjà au niveau plafond. Donc, c'est quand même très important. On est à 13 personnes sur 16 qui ont une généralisation intra-niveau. Et lorsqu'on parle de généralisation inter-niveau, donc la capacité à s'améliorer sur des types de tâches différentes que celles qui sont traitées, on a 9 personnes sur 16 qui s'améliorent sur la dénomination de verbes. On a 4 personnes sur 16 qui s'améliorent sur leur évocation sémantique, même si on fait une thérapie qui est basée sur la phonologie. Et il y a 3 personnes sur 16 qui s'améliorent sur la répétition. Donc, dans ce contexte-ci, d'avoir un échantillon qui est en phase chronique et qui est un échantillon qui est plutôt hétérogène, on réussit à aller chercher des améliorations qui atteignent un niveau statistiquement significatif. Donc, qu'est-ce que ça nous porte à croire? Présentement, la PCA en français québécois a un bon potentiel clinique qui reste à continuer à investiguer. Et dans le fond, la thérapie a été transmise en logiciel pour permettre aux orthophonistes de l'appliquer facilement en clinique et de faire la collecte de données facilement pour elles pour faire leur tenue de dossier. Les prochaines étapes à réaliser, c'est de comprendre aussi, comme Lynn le disait précédemment, les bases neurobiologiques des améliorations qui seraient extrêmement pertinentes à comprendre pour pouvoir prédire l'efficacité puis mieux comprendre cette efficacité-là. Donc, dans le cadre des IRM qui ont été effectués avec les participants qui étaient compatibles, on a un IRM de tâches où les patients faisaient de la dénomination et aussi un resting state, donc 2 types d'imagerie qui montrent actuellement dans la littérature un bon potentiel pour comprendre. Et on veut aussi faire l'analyse pour les mesures de maintenance. Donc, on continue à suivre les patients
2 mois et 6 mois après la thérapie pour voir qu'est-ce qui se passe avec leur trajectoire d'amélioration. Je m'excuse, il y a un écureuil. Et, stop. Et je m'excuse pour ça. Et on veut pouvoir voir est-ce que lorsqu'on cesse le suivi, est-ce que l'amélioration continue. Donc, j'aimerais remercier les IRSC qui ont financé le projet de recherche et avec lesquels j'ai obtenu une bourse de doctorat et aussi le centre de recherche pour des bourses antérieures dans le cadre de mon doctorat et aussi pour les infrastructures. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour la présentation. Donc, je vais céder la place au public et aux panélistes qui ont des questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever votre main en utilisant l'icône qui est au bas de votre écran. Oui, donc, laissez-moi juste trouver qui a une question. Pierre? Oui, normalement, ça fonctionne. Oui, vous m'entendez? Oui. Merci, Michel. C'est très intéressant de voir que la récupération fonctionnelle dépasse la récupération spontanée. Là. Moi, il y a très, très longtemps, quand j'ai fait de la neuropsy clinique, on apprenait que 80 à 90 % de la récupération fonctionnelle était plus ou moins spontanée. Puis qu'il y avait un accompagnement qui était utile, mais qui avait une espèce de plafonnement. Fait que de voir que c'est possible même après plus d'1 an, c'est assez important, je pense. Ma question, c'est sur le plan méthodologique, ton devis de recherche ici est uniquement pré-poste, sans intervention contrôle, si j'ai bien compris. Ce qui veut dire qu'il y a aussi peut-être des facteurs confondants liés au passage du temps, à tes interventions, donc des effets non spécifiques de ton intervention. Est-ce que tu penses que ça peut avoir joué sur l'amélioration des performances? Puis est-ce qu'il y a quel groupe contrôle on pourrait ajouter sinon? C'est certain que pour ce qui est du passage du temps, comme les personnes sont en période chronique, on suppose qu'en fait, c'est assez stable. J'ai quand même des questionnaires qui leur demandent, en dehors des thérapies, quel type d'activité. Puis, est-ce que, dans le fond, je leur demande s'ils font des exercices à la maison, parce qu'il y en a qui décident de faire de la pratique à la maison et d'autres non. Fait que je le garde quand même en note. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir un groupe témoin dans le sens un waiting list. Ça arrive dans certains cas. Ça n'a pas été fait ici en raison du devis. Dans le fond, le fMRI, c'est quelque chose qui est quand même coûteux, dans le fond, les séances. Puis, on a décidé de ne pas avoir ce groupe-là. Et pour ce qui est de l'effet de mon intervention, en fait, en tant qu'orthophoniste, je pense qu'à quelque part, on mise un peu sur la relation thérapeutique pour avoir les améliorations aussi. La thérapie est appliquée de façon systématique. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même moi qui donne toutes les thérapies. On n'a pas de changement d'orthophoniste entre les participants. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fait le contrôle. Oui, en fait, je pense que l'enjeu principal ici, c'est que justement, le bénéfice pourrait être à la limite, là, si vraiment je pousse le raisonnement au pire scénario, à l'effet Michel Masson-Trottier, qui a une bonne interaction avec ses participants, qui les met en confiance. Donc, les participants sont à l'aise, confortables, détendus quand ils travaillent avec toi, puis de plus en plus au fil des semaines, ce qui fait que peut-être leur performance s'améliore parce qu'ils sont moins anxieux que s'ils rencontraient quelqu'un qui était moins gentil, moins sympathique, disons. Là, comme tu as dit, je pousse le raisonnement à l'extrême, mais en fait, je pense qu'il y a quand même un risque ici d'effet non spécifique. C'est la spécificité de l'intervention. Je pense que si tu avais la dernière condition là, pour laquelle tu n'as pas des données disponibles, de généralisation fonctionnelle dans d'autres contextes, je pense que ça serait utile. Ils ne sont pas rapportés parce que je ne les avais pas pour tous les participants, mais ceux que j'ai, en fait, les conjoints montrent qu'il y a des améliorations significatives dans la participation au quotidien, dans la capacité à s'exprimer à la maison. Donc ça, c'est ce qui est rapporté quand même par les conjoints puis les conjointes. Puis il y a même des participants qui ont réintégré leur vie communautaire suite à la thérapie. Ah ouais, super. Merci. Merci. Merci beaucoup, Michel.
Je pense qu'on va passer à notre dernière présentation pour aujourd'hui. Donc, le dernier présentateur, c'est pour un blitz. Ça va être François Lespinasse qui nous présente un cadre d'analyse pour l'estimation d'état affectif à l'aide de mesures cardio-respiratoires. Oui, j'ai fait une petite erreur, là. Donc, j'ai dû revoir la formule parce que j'avais appliqué pour une présentation. Donc, là, je vais traiter plus généralement des biosignaux et pas seulement des mesures cardio-respiratoires. Laissez-moi seulement partager mon écran. J'arrive. Ici. Hop. Vous voyez tous? Tout va bien? Oui. Excellent. Donc, bonjour. Donc, je travaille avec l'équipe du projet Neuromod qui veut construire des IA qui sont, en guillemets, plus humains. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut collecter des données massives chez les mêmes individus, des données massives de leur physiologie, puis des données massives de neuroimagerie ensemble, donc pour faire des modèles qui respectent leurs idiosyncrasies. Voilà. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, comment ça se traduit, c'est en investiguant la relation entre la physiologie et les états émotionnels. Donc, en induisant des expériences émotionnelles, notamment par du contenu audiovisuel, comme des GIFs, des films, des images, on veut évaluer la réponse physiologique qui est concomitante. Mais un problème avec les signaux physiologiques, justement, c'est qu'il y a une diversité de méthodes de correction, de détection d'informations pertinentes. Et puis, il y a des logiciels propriétaires également qui cachent leur code, donc on ne sait pas ce qui se passe nécessairement. Puis, troisièmement, bien, il y a, la plupart reposent sur des inspections visuelles puis des interactions manuelles, comme vous voyez sur la figure qui est juste ici, où l'usager est amené justement à corriger les pics sur un signal là, qui est simulé là, ici. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de me greffer à un projet open source avec des gens qui sont dans la même situation que moi. Donc, on a fait un recensement des méthodes qui ont été revues par les pairs dans la littérature pour essentiellement automatiser la détection d'informations de caractéristiques physiologiques et d'artefacts des signaux. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous démontrer un peu cet outil-là. Et puis, au travers un cas de figure, en fait, d'une analyse événementielle qui serait similaire à ce qu'on voudrait appliquer dans Neuromod. Donc, on a ici une synchronisation entre les événements émotionnels, qu'on va dire négatifs ici en rouge, et puis neutres ici en mauve. Et puis, donc, les biosignaux qui sont bruts à ce moment-ci. Donc, vous savez, on ne peut pas corréler des amplitudes, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on extrait des informations des signaux, par exemple l'électrocardiogramme ici, où on détecte les pics pour calculer les intervalles interbattements et donc avoir une mesure du rythme cardiaque. On fait ça pour l'ensemble des modalités physiologiques, mais aussi pour tous les artefacts que contiennent le signal. Et puis, donc, on a un rapport complet pour chaque modalité, de chaque type d'artefact, à quelle position ça se trouve. Et puis, donc, ça réduit l'interaction manuelle et puis l'inspection visuelle. Donc, ce qu'on peut avoir en une ligne de code, c'est très accessible pour les gens qui ne sont pas experts en programmation d'accéder à des données analysables directement. Donc, on a toutes les variables dépendantes associées aux signaux électrocardiogramme, électrodermal et de respiration ici. Puis si on zoome in, ici on a un segment négatif où on retrouve le tracé ECG et puis le rythme cardiaque en bleu en continu. Même chose pour l'activité électrodermale. Dans un segment neutre, on a l'activité en continu, qu'on peut donc moyenner et puis comparer entre les conditions. Ici, on se trouve à faire un contraste entre les conditions négatives et neutres pour la réponse électrodermale, neutre étant nulle dans ce cas-ci.
Puis donc, en conclusion, on a fait un recensement des méthodes de traitement de biosignaux avec NeuroKit, puis ça va nous servir à gérer la quantité de données massives que Neuromod produit et produira. Puis, ça va nous servir à tester l'hypothèse selon laquelle, en fait, les paramètres de la relation entre l'activité physiologique puis les émotions sont idiosyncratiques. Donc, ce que ça nous amène plus tard, c'est en fait, on compte rendre ces outils-là accessibles à l'ensemble de l'écosystème UNF et puis probablement que les contributions conceptuelles de ce travail-là pourront aider des applications en santé numérique, par exemple, pour la régulation émotionnelle. Donc, je vous remercie. C'est fini. Merci beaucoup, François. On va ouvrir la période des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'icône de la main au bas de votre écran. Donc, moi, j'aurais peut-être une question un peu rapide, mais tu parlais que tu avais trouvé une communauté de gens qui avaient un peu les mêmes problèmes que toi, que vous étiez mis ensemble pour travailler. Est-ce que tout ça, c'était pré-COVID ou ça a émergé dans le contexte qu'on vit actuellement? C'était pré-COVID, mais essentiellement, on s'est retrouvés tous à travailler chez nous, donc à revoir un petit peu la formule pour nos travaux de recherche. On avait un peu plus de temps pour développer ces méthodes-là systématiquement. Donc oui, probablement que ça a aidé ce qu'on vit dernièrement. Parfait. Je vois qu'Alexandru aurait une question. Je vais lui céder la parole pour qu'on puisse l'entendre tout le monde. Oui. Donc, Alexandru, tu as la parole en ce moment. Donc, je ne sais pas si tu as un microphone. Ah, OK. Donc, Alex n'a pas accès à un microphone. Donc, je vais répéter sa question. L'enregistrement ECG a la limitation que le signal dépend des électrodes et de la conductance cutanée. Je me demandais comment cela était pris en compte par rapport aux différences potentielles d'ECG en raison des limitations d'enregistrement. Donc, quand on veut dire... Donc, par rapport aux limitations qui sont liées à la conductance cutanée. Donc, s'il y a des effets qui peuvent venir de ça, dans cette variabilité-là. Donc, ce qu'on appellerait peut-être du physiological crosstalk, en fait, justement, d'avoir une solution tout en un où on gère les artefacts de chacune des modalités nous permet d'avoir une convergence, si vous voulez, au niveau de la détection des artefacts. Mettons, on a le mouvement va causer des artefacts dans l'ensemble des signaux, tandis que le physiological crosstalk, si vous voulez, peut être géré simplement avec des filtres spécifiques à ça. Donc, je ne rentre pas dans les détails de méthodologie, mais je suis vraiment intéressé. Si vous avez des questions, M. Anganou, on peut discuter plus en profondeur. Parfait. Bien, merci beaucoup pour cette dernière présentation. Puis merci à tout le monde qui a présenté aujourd'hui, puis à tout le monde qui a assisté à la séance. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, on a une autre présentation mardi, le 2, et une présentation spéciale mercredi pour reprendre celle de la semaine dernière. Donc, merci à tous. Merci.